Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Barbara Jacob, comme il m'a bien présenté. Je fais une thèse au laboratoire du CRIMEL à l'Université de Reims, sous la direction de Nathalie Price. J'ai donné le nom à cette conférence de Que chanteronnes-tu Balzac, parce que oui, c'est joli et c'est drôle, mais aussi pour vous montrer que chanteronner, en fait, c'est un néologisme de Balzac. Donc, normalement, il créait des mots. Donc, par exemple, ça n'a rien à voir avec ça aujourd'hui, mais il appelait un mari qui a été trompé pas un mari cocu, mais un mari minotorisé. Donc voilà, il créait des mots comme ça. Donc chanteronner, c'est aussi un néologisme. C'est pas très loin de chantonner, mais il a choisi d'appeler comme ça. Bon. Donc je vais commencer à vous présenter mon parcours. Donc avant tout ça, en 2012, j'ai passé l'équivalent du bac au Brésil. Du coup, je suis brésilienne, donc. Et j'ai fait juste après donc une licence en lettres modernes de 2013 jusqu'à 2017. Normalement, les licences au Brésil, donc elles durent un peu plus longtemps. C'est 4 à 5 ans, ça dépend si on a une spécialisation ou pas. Moi, j'avais une spécialisation, c'était le français, donc la langue française, la littérature française. Et aussi, pendant cette licence, donc, j'ai fait un mémoire et j'ai choisi de travailler sur un auteur contemporain. C'est un Japonais qui adore la langue française, donc voilà, il y avait quelque chose d'un commun entre nous. Donc, j'ai écrit mon mémoire sur lui. Mais comme j'ai dit, c'est un auteur contemporain, donc c'est un livre de 2011. Mais quand j'ai commencé mon master, donc là, j'ai choisi de travailler sur Balzac. C'était déjà une passion, il faut le dire. Pendant mon master qui a duré de 2018 donc jusqu'à 2020, j'ai eu l'occasion de vivre en Allemagne pendant la moitié de mon master, mais aussi quelques mois après. Donc j'ai vécu 1 an et demi en Allemagne. Et j'ai choisi comme sujet de mémoire de master déjà, donc Balzac. C'était la physiologie du mariage. J'ai choisi une seule œuvre. Et c'était aussi très intéressant et très passionnant. Ça m'a donné envie de continuer donc à creuser. C'est pour ça que j'ai commencé donc le doctorat tout de suite après. Bon, c'était décembre 2020, c'était Covid et tout ça, donc ça a retardé un petit peu. Et j'ai choisi de venir ici parce que quand je vivais en Allemagne, j'ai vu qu'il y avait un colloque à la Maison de Balzac à Paris. Donc comme j'étais pas loin, je me suis dit je vais essayer, je vais tenter, je vais écrire une proposition et à voir s'ils m'acceptent pour que je présente quand même le sujet de mon mémoire de master. Et voilà, donc j'ai fait ça. Et c'est à cette occasion que j'ai rencontré ma directrice de thèse. Donc ça m'a permis de donner suite à la passion Balzac et aussi mes études. Donc là, en ce moment, donc, comme François a dit, je viens de finir la rédaction de mon dernier chapitre. C'est pas fini parce qu'il reste encore bien sûr les corrections. On va relire, remanier comme toujours. Il reste aussi bien sûr l'introduction, la conclusion, mais bon, ça viendra. Donc je pense que la soutenance va avoir lieu bientôt. J'imagine qu'en 2025, peut-être la première moitié, mais on ne sait jamais. Voilà. Bon, là, je pense que quand on parle, surtout j'ai vécu beaucoup ça ces derniers 4 ans, quand je dis à quelqu'un que je fais un doctorat, la plupart des gens, ils pensent que c'est un doctorat comme dans les études médicales. Donc, on écrit une thèse de 40 pages pour pouvoir exercer notre métier, mais ce n'est pas du tout ça. Bon, je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez ça, mais normalement, c'est assez long et on choisit un corpus, donc soit un auteur, soit une œuvre, soit un thème, je ne sais pas, la représentation du corps féminin au XIXe siècle, quelque chose comme ça. On choisit ça, on lit ce corpus vraiment à fond. Mes livres ils ressemblent plus à ça, donc plein de post-it, plein de notes, et c'est que moi qui comprends, je pense, mais c'est comme ça. Donc on lit beaucoup ce corpus. Bon, par rapport à Balzac, mon corpus, comme vous savez, c'est tout ça, 12 tomes de la Pléiade. Donc ça fait beaucoup, c'est 90 romans quand même. J'avais commencé à lire Balzac par plaisir avant. J'avais lu les plus connus comme La femme des 30 ans, Le colonel Chabert et tout ça. Et après, pendant les masters, j'ai lu surtout La physiologie du mariage. J'ai bien décortiqué tout ça. Et après le doctorat, donc, c'était l'occasion aussi de tout lire. Et j'ai fini cette année, le 27 mars. Donc ça se fête. Ça, je garde la date quand même en mémoire parce que c'est quelque chose. Bon, et après ça, donc normalement, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ça, c'était une suggestion de ma directrice de thèse, de commencer à faire des fiches. Donc vraiment, j'ai beaucoup de fiches.
J'ai mon dossier doctorat sur mon ordinateur, j'ai presque 1500 documents, ça fait beaucoup, je sais. Mais normalement, on oriente déjà les fiches. Donc, j'ai commencé par les fiches qui citent. Donc, quand j'ai cherché les citations musicales dans son œuvre, je séparais si c'était le narrateur ou si c'était un personnage, et si c'était le même personnage qui citait plusieurs fois dans différents romans. Après, je séparais, ça c'est une question de terminologie bien sûr, mais est-ce que c'est une citation, une allusion ou une référence? Donc mon tout premier chapitre de la thèse, c'est ça. J'essaye de trouver donc qu'est-ce que c'est pour moi. Bien sûr, c'est mon interprétation, une citation, une allusion, une référence musicale. Et après, j'ai commencé donc à chercher la fonction de la citation. Donc je séparais quand j'avais l'impression que ça dramatisait le roman, ou la partie du récit, donc je faisais une fiche à part. Après, si c'était un effet d'ironie, c'était une autre fiche. Voilà, donc on se perdait dans les fiches. Et l'année dernière, quand j'ai commencé la rédaction, à peu près au mois de mars, je pense, j'ai tout rassemblé. Donc on relit tout, parfois même les œuvres, le corpus en soi, mais aussi les articles, les thèses, tout ce qui a déjà été fait sur Balzac. Il y en a beaucoup, parce que voilà, c'est un auteur quand même assez connu. Et d'il y a longtemps, donc la première moitié du 19e siècle. Ça donne beaucoup de matière à faire. Et on peut se poser la question, donc à quoi ça sert de faire une thèse en littérature? C'est vrai que les personnels me posaient souvent la question, ça sert à quoi? Tu fais quoi après? Donc à titre personnel, j'ai choisi de faire ça parce que je pense que Balzac, c'est quand même, c'est un univers, en fait, vraiment 90 romans. Il a créé plein de personnages, il y a plein de choses intéressantes, c'est passionnant, c'est énorme. Et quand j'ai fini le master, j'étais pas satisfaite, je me suis dit c'est pas assez, il faut continuer. Et bien sûr que j'aurais pu juste lire comme ça par plaisir, mais je voulais continuer quand même dans la recherche. Donc ça, c'est à titre personnel. Et pour la carrière, donc ce qui m'a motivée vraiment, c'était l'envie de devenir enseignant-chercheur. C'est parce qu'on a quand même un peu moins d'heures de cours, on a un public plus intéressé que si on est au collège, au lycée, plus ciblé aussi. Et normalement, ça commence donc... On peut être professeur agrégé, bien sûr, j'ai même famille, mais on peut être maître de conférence au début. Plus tard dans la vie, on fait HDR, donc l'habitation dirigée de recherche. Et après, on devient donc à la fin un peu professeur dans une université. Bon, c'est une carrière assez longue, on le sait. C'est pas du tout comme quand on fait, je reviens aux études médicales, mais les études en médecine, c'est assez long. On a 10 ans, 12 ans, ça dépend des spécialisations. Mais une fois fini, c'est bon, on travaille et voilà, c'est comme ça... toute la vie. Et nous, non, on a les étapes. Voilà, on peut faire ça pendant des années et des années. Devenir professeur des universités assez tard aussi dans la vie. Voilà. Donc maintenant, je vais vraiment vous présenter mon sujet de thèse, parce que oui, aujourd'hui, c'est que Chanteur en tu Balzac, mais le titre de ma thèse, au moins jusqu'à présent, on va voir si ça ne va pas changer, c'est la citation musicale chez Balzac. Donc on peut se poser la question déjà, qu'est-ce que c'est qu'une citation musicale? Parce qu'on pense à une citation textuelle, c'est assez facile, on copie un bout de texte, on transpose le bout de texte dans une autre œuvre, un article, un livre ou quelque chose comme ça. Mais et la citation musicale? Donc déjà, quand on pense à Balzac et la musique, ce couple, on pense souvent à ces deux œuvres, donc Gambara et Massimiliano. Ce sont des œuvres il parle beaucoup de musique, mais tout le long, en fait, il analyse, dans Gambara, il analyse l'opéra Robert le Diable de Meyerbeer, mais vraiment une analyse de musique, même si les gens disent que Balzac, il ne se connaissait pas vraiment, mais voilà, il essaye d'analyser vraiment musicalement. Et on suit aussi un personnage qui s'appelle Gambara, un compositeur, qui arrive à composer, il peut composer de belles choses que quand il est ivre. Donc quand il est sobre, il fait rien d'intéressant. Et après, on voit de Massimiliano, il a beaucoup décrit aussi, Balzac a beaucoup parlé de l'opéra Mose in Egitto de Rossini, mais pareil, voilà, c'était vraiment des analyses assez spécifiques. J'ai laissé un peu ça de côté parce que, je vais vous montrer, c'est pas ça la citation musicale pour moi, pas encore en tout cas. Il y a aussi quelque chose qu'on pense quand on imagine le couple Balzac et la musique, c'est la partition de Modeste Sémillon. Je vais passer le livre, je ne sais pas si vous avez déjà vu les partitions, mais il a rajouté, pardon, j'ai mis le marque-page. Donc il a rajouté vraiment une partition dans son roman. Donc on a 6 pages de l'édition de la bibliothèque de la Pléiade, et c'est une partition. Donc on peut se demander, est-ce que c'est pas ça peut-être une citation musicale, une vraie partition?
Bon, moi j'ai eu cette petite discussion aussi. J'ai rajouté ça au début de ma thèse, mais pour moi, ben non. Je pense que c'est plus ce qu'il y a avant la partition, c'est les paroles, justement, que pour moi, ça, c'est vraiment la citation musicale. Et c'est intéressant parce que cette chanson, elle n'existe pas ailleurs. Elle existe, enfin, c'est Balzac qui a demandé à Auber, le compositeur Auber, de faire cette chanson, qu'il a rajoutée dans son roman. Donc c'est même intéressant de s'imaginer, est-ce qu'à l'époque, les femmes, peut-être qui lisaient le roman de Balzac, est-ce qu'elles arrêtaient les lectures? Elles arrêtaient les lectures pour aller se mettre au piano et essayer de jouer pour voir ce que ça faisait. C'est possible. En tout cas, c'est important de le faire. Je vais vous montrer aussi pourquoi. Et ça, j'arrive un peu à vous montrer comment je travaille, parce que comme j'ai un sujet de thèse assez hybride quand même, parce que c'est le texte, mais c'est la musique en même temps, même si c'est pas du tout une thèse en musicologie, je m'y connais pas énormément, et c'est pas le but non plus de faire des analyses musicales, c'est vraiment la citation musicale, donc c'est une thèse en poétique plutôt. Mais il faut quand même écouter le son. Enfin, il faut savoir à quoi ça ressemble dans nos oreilles, parce que parfois, ça peut être assez curieux, l'effet que Balzac voulait créer dans la pièce, si on écoutait l'air de l'opéra ou les bouts de chansons qu'il nous a mis. Donc ça, c'est un exemple très intéressant. Ça se trouve dans Eugénie Grandet. Donc je vous ai mis la couverture du film parce que le film, il est très bien. Il est sorti, ça fait 3-4 ans à peu près. C'est une bonne adaptation cinématographique. Et l'histoire, elle est très intéressante aussi. Donc juste pour vous donner un peu de contexte, Eugénie Grandet, c'est une fille qui vit à Saumur, donc dans une ville pas très loin de Tours. Et elle vit avec ses parents. Son père, il est très radin. Donc, c'est une famille qui n'a pas une vie sociale, qui, au moins, c'est pas ce qu'on voit dans le roman. Ils n'ont pas une vie sociale, ils vont pas à Paris, ils connaissent pas la vie mondaine parisienne, les salles de spectacle, voilà. Donc, ils vivent beaucoup chez eux, comme ça. Un jour, il y a un événement dans la vie d'Eugénie, c'est l'arrivée de son cousin Charles. Donc, son cousin, il arrive et commence, voilà, c'est la seule personne à peu près qu'elle côtoyait. Donc, ils ont une histoire d'amour, comme on peut imaginer. Donc, ça commence comme ça. Après quelques temps, il doit partir pour faire des affaires en Inde. Et bon, bien sûr qu'Eugénie, elle était très triste, mais il lui promet, non, je vais vous écrire des lettres. Voilà. Au début, c'est ce qu'il fait. Il lui donne des nouvelles quand même pour raconter la mise à jour de son voyage. Mais après, il disparaît complètement. Et Eugénie garde encore cet amour en elle. Elle n'a pas rencontré quelqu'un d'autre. Elle entretient encore dans sa tête son histoire avec Charles. 5 ans plus tard, elle reçoit cette lettre. Donc c'est une lettre de rupture. C'est pas très sympa, bien sûr. Il lui dit, déjà que ce qu'ils ont vécu, c'était un amour d'enfant. Il dit qu'ils avaient une grosse différence d'âge. Il essaie de sortir toutes les justifications possibles pour dire que voilà, c'était pas une bonne idée qu'ils soient ensemble. Et il dit aussi que l'amour de le mariage est une chimère. Parce qu'il va expliquer qu'il va se marier avec une autre femme à Paris, qui va lui donner un nom, sa famille, de l'argent et tout ça. Bon, tout ça pour finir la lettre comme ça. Donc un tantata, tantati, tintata. Et là on dit, avait chanté Charles Grandet sur l'air de Non più andrai. Bon, si on ne connaît pas cet air, on peut passer outre, on continue la lecture. Mais si on s'arrête, ou si on le connaît déjà, c'est très intéressant de voir déjà que Non più andrai, c'est l'air de l'opéra Les Noces de Figaro, donc de Mozart. Et c'est pas un air, en fait, on essaye d'imaginer, c'est une lettre de rupture. Est-ce qu'il chante ça comme quelque chose de triste, de mélancolique? Je ne vais pas me mettre à chanter ici, mais quelque chose de mélancolique, ou est-ce que c'est quoi, en fait? On ne sait pas. Donc, je vais vous montrer, et vous allez juger par vous-même. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno d'intorno girano, delle belle turbando al riposo, Narcissetto Adolcino d'amour. Bon, ça fait un peu trop joyeux, peut-être, une lettre de rupture. Donc c'est ça qui est intéressant. Ça crée un effet de dissonance dans la pièce, dans les couples aussi, parce que quelques pages plus loin, donc Eugénie, elle va recevoir cette lettre et elle va se fondre en larmes. Voilà, elle va pleurer, elle est très triste. Donc elle ne chanterait pas ça, je suis sûre. Donc
là, pour la problématique de la citation musicale, ce que j'ai essayé de montrer dans ma thèse, c'est que les citations musicales dans l'œuvre de Balzac, elles ne sont pas accessoires. Donc on sait qu'il adore décrire, qu'il adore ajouter des détails, on passe des pages de description. Mais ce n'est pas juste un détail pour situer situer le récit dans le temps. Ce n'est pas que ça. Normalement, ça veut dire quelque chose. Donc là, je vais vous montrer un exemple très intéressant qui se trouve dans une double famille. Et un petit peu avant cette citation, il y avait une discussion entre un père et un fils. Donc c'était le seigneur de Granville et Roger. Son père, il voulait convaincre Roger, donc il disait que c'était une bonne idée de se marier avec Angélique. Donc comme par hasard, c'est une fille très religieuse, bigote, donc s'appelle Angélique. Et il dit que c'est une bonne idée de se marier avec elle, parce qu'une fille qui est très religieuse, elle va à l'église tout le temps, elle va le laisser vivre sa vie librement. Donc ça, c'est son raisonnement. Mais Roger, il écoute son père, mais il aime une autre femme. Il aime une femme qui s'appelle Caroline. Bon, donc il s'est dit, j'écoute mon père, la discussion s'achève, il rentre dans une cathédrale. Et là, on lit cette citation, donc nonobstant la sainteté des lieux, il fredonna, tout en prenant de l'eau bénite, un air de l'opéra de Rose et Cola. Déjà, on comprend que le narrateur, il est un peu ironique avec le nonobstant la sainteté des lieux, parce que oui, ça se fait pas, on fredonne pas comme ça dans une cathédrale. Ou si on va fredonner, que ce soit peut-être de la musique religieuse, mais pas l'air d'un opéra. Et c'est un opéra comique de Rose et Cola. Bon, juste ça, on a déjà dans la superficie, on a quelque chose d'intéressant. Après, si on commence à creuser, donc Rose et Cola, c'est un opéra comique dont le sujet est assez léger. C'est une petite histoire d'amour d'un couple de jeunes, donc Rose et Cola. Et quand on va regarder, parce que souvent aussi chez Balzac, il y a un parallèle entre le récit musical et le récit balzacien. Donc là, dans l'opéra comique, Rose et Cola, ils veulent se mettre ensemble, ils essayent de se cacher de leurs parents, parce que les parents, ils n'étaient pas pour. Et en fin de compte, voilà, à la fin, on a un happy ending et ils se mettent ensemble, donc tout va bien, ça finit comme ça. L'histoire ici, donc Roger, en fin de compte, il suit les conseils de son père, donc il va se marier avec Angélique, mais le roman, il s'appelle Une double famille. Donc, c'est-à-dire, il a une double vie. Donc, il mène une double vie, il voit quand même Caroline, la femme qu'il aimait pour de vrai. En fin de compte, il a fait ce qu'il a voulu aussi. Je ne sais pas si la fin, elle est heureuse, mais voilà, il y a quand même un petit parallèle là. Si ce n'est pas ironique comme tout à l'heure, parfois, les citations musicales, elles ont un effet de dramatisation, mais vraiment flagrant, surtout quand on connaît l'air ou la citation musicale, l'air de l'opéra là, dans ce cas. Ici, dans Béatrix, donc c'est un roman formidable où il y a plein d'histoires de couples entremêlés. Mais je ne vais pas vous raconter toutes parce que c'est beaucoup. Mais là, c'est l'histoire de Sabine et Calyste. Sabine, elle a aimé son mari. Et elle était très triste ce dernier temps parce que Calyste, il restait pas à la maison. Donc, il avait une maîtresse, il était tout le temps quelque part, mais jamais avec elle. Donc, elle était très triste à cause de ça. Et elle se met à table pour dîner. Mais un employé de leur maison arrive pour dire je suis désolée, madame, mais Calyste, il ne vient pas dîner chez vous ce soir. Bon, là, elle était en pleurs, elle ne savait pas quoi faire, donc elle s'est dit, je vais aux Italiens. Donc, aux Italiens, c'est le théâtre des Italiens à Paris, où il y avait les opéras italiens à l'époque, au 19e siècle. Donc, elle va aux Italiens pensant peut-être penser à une autre chose, mais le narrateur nous dit, mais on donnait Othello. Quand Rubini chanta, il mio cor si divide, elle se sauva. Donc la citation musicale ici, même un côté pragmatique, ça la touche. D'une manière, voilà, elle part. Elle reste même pas jusqu'à la fin du spectacle. Et c'est intéressant de voir aussi parce que dans Othello, il y a cette question de la jalousie qui est assez forte et c'est tout ce qu'elle ressent en ce moment. Donc voilà, elle n'a pas pu continuer. Une autre chose aussi intéressante dans cette citation qui est assez complète parce qu'on a quand même une citation qui n'est peut-être pas très correcte quand on regarde le livret. À chaque fois, je vérifie le livret. Là, Balzac, il a dit « il mio cor si divide » et là, c'est « il cuor mi si divide ». Bon, c'est pas énorme l'inversion, mais ça veut dire qu'il a cité ça peut-être sans vérifier le livret ou juste parce qu'il a écouté. Il a donné la référence, donc Othello, l'opéra, d'où ça sort, et il a donné aussi un interprète. Donc on a Rubini. Rubini, c'était un ténor très connu à l'époque.
Il y a d'autres auteurs aussi du 19e siècle qui font référence à lui parce que c'était vraiment quelqu'un de très connu. Et c'est intéressant de voir ça parce que, bon, on peut voir les images, donc les estampes des interprètes pour essayer d'imaginer comment c'était dans leur rôle. Bah, justement, là, c'était dans son costume, l'opéra Othello. Ça m'amène donc à ma troisième partie, la troisième partie de ma thèse, celle que j'ai fini d'écrire récemment, qui est parler de l'intermédialité. Donc, pour faire simple, l'intermédialité, c'est la relation entre les médias. Donc, déjà, quand on a la musique dans la littérature, c'est une relation intermédiale. Mais j'ai essayé de montrer certains exemples qu'on trouve chez Balzac, où il y a le son, la littérature, donc le texte, et aussi l'image. Parce que la façon dont Balzac inscrit certaines inscriptions musicales, ça évoque aussi des images. Donc on peut se projeter. Et là, c'est typiquement le cas. Donc dans Autre étude de femme, on lit « Est-ce un rêve ?» dit-elle en faisant sur ses cheveux, au-dessus du front, 15 ans avant la Malibran, le si célèbre geste de la Malibran. Donc c'est très intéressant parce qu'on essaye d'imaginer ce qu'elle faisait exactement. Comme il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas d'enregistrement, on ne sait pas exactement. Donc on voit les estampes, on voit qui est Malibran, donc on arrive déjà à se projeter un petit peu. Et comme il décrit un peu le geste, il évoque cette image et on essaye de se faire quelque chose comme ça, imaginer ce geste. Donc c'est très intéressant d'analyser la présence de l'image aussi. Et ça, c'était, je pense, le plus intéressant de ce que j'ai fait de ma thèse, parce qu'on imagine que quand on fait un doctorat, littérature, qu'on reste beaucoup en pyjama, chez soi, entouré de livres et tout, et c'est vrai la plupart du temps. Mais parfois aussi, on a le côté chercheur. Donc là, je suis allée à l'Opéra Garnier, à Paris. Ils ont une bibliothèque aussi. C'est une bibliothèque qu'on ne peut pas visiter juste comme ça. On doit avoir la carte chercheur et tout ça. Mais ça, c'est une pendule qui n'était pas exposée, elle n'était pas dans la bibliothèque même, donc j'ai dû envoyer un mail au directeur pour qu'il puisse me montrer ça. Donc je suis allée après la fermeture et tout ça, donc je suis rentrée dans les bureaux de l'Opéra Garnier. Là, c'est les moments où on se sent vraiment chercheur. Donc j'ai mis des gants aussi pour toucher la pendule, j'ai fait cette photo et quelques autres, voilà. Donc ça, c'est très intéressant. Pour revenir à l'intermédialité maintenant, dans La vieille fille, donc Balzac, il inscrit cet objet, et c'est un objet qui nous renvoie à un spectacle musical aussi. Je vais vous lire. C'est une pendule dont les sujets, pris dans la dernière scène du Déserteur, prouvaient la vogue prodigieuse de l'œuvre de Sedaine. Cette pendule en cuivre doré se composait de 11 personnages, ayant chacun 4 pouces de hauteur. Au fond, le Déserteur sortait de sa prison, entre ses soldats. Sur le devant, la jeune femme évanouie lui montrait sa grâce. Donc on a cette description. Quand on regarde la pendule qu'on trouve à l'Opéra Garnier, il y en a d'autres aussi, il y a des répliques qu'on trouve dans les ventes aux enchères. C'est pas vraiment ça, parce qu'on n'a pas 11 personnages. Le Déserteur, il est devant ici avec la femme évanouie, il n'est pas au fond. Bref, mais ça, c'était pas mon objectif, c'était pas d'analyser les pendules et de dire bon, c'était pas correct ou pas, parce que peut-être c'est ce qu'il avait en tête. Il a gardé 11 personnages, donc c'est pas le but. C'était vraiment de voir qu'il y a un objet, c'est concret, c'est l'image, on l'a. Et ça renvoie à l'avant-dernière scène de l'opéra comique qui s'appelle Le Déserteur de Sedaine. Et en même temps, ça nous sert à décrire une maison d'une vieille fille, donc qui n'est pas très... Bon, la façon dont il décrit, c'est pas très sympathique, mais c'est une maison un peu démodée, qui a des meubles pas très beaux, pas très à la mode, les vases, et voilà. Et aussi qu'elle a beaucoup de temps, il dit ça, pour tout nettoyer, pour tout ranger, parce qu'elle n'a rien d'autre à faire. Et c'est intéressant aussi, cette partie, parce que ça mène à ma dernière réflexion, la question du temps. Parce que déjà, on a une pendule, donc bon, ça reste une horloge, donc voilà, c'est le temps concrétisé comme ça. Il parle aussi de la vogue, donc de l'œuvre de Sedaine, que ça reste quand même du XVIIIe siècle, si on regarde ici, c'est de 1769. Et l'histoire de la vieille fille, ça se passe en 1816, donc c'est quand même, il y a quand même un écart temporel assez important.
Et ça reste quand même vivant. On sait que les œuvres de Sodden, elles continuaient à être jouées quand même à la première moitié du 19e siècle. Donc ça, c'est intéressant. Et du coup, ça m'amène à une question. C'est une question aussi pour vous à réfléchir. Mais est-ce que l'œuvre de Balzac, elle est compréhensible aujourd'hui? Est-ce qu'on peut accéder à ça? Parce que, bon, j'ai appelé ça le théâtre sonore de la comédie humaine, donc toutes les citations musicales que j'ai trouvées dans le roman de la comédie humaine. Mais est-ce que ce théâtre sonore, il n'est pas muet, en fin de compte, pour nous aujourd'hui? Parce que on ne connaît pas les références. Là, je vous ai montré beaucoup de références opératiques, mais il y a quand même des chansons de Béranger, par exemple. Il a une chanson à boire. Enfin, il y a des chansons populaires à l'époque, on ne les connaît pas. Donc, est-ce que c'est possible de comprendre ça aujourd'hui? Donc, moi, j'ai essayé de défendre ça dans mon dernier chapitre, à dire que la façon dont Balzac évoque ça, comme il évoque aussi une image, que ça nous aide quand même, il nous aide à construire une mémoire. Donc, on fait ça avec lui. Et j'ai parlé aussi d'une sorte de mémoire compensatoire, parce qu'on a l'ensemble de son œuvre. Donc, quand il répète, par exemple, certaines références, certains airs d'opéra, ça crée quelque chose en nous. Même moi, je ne connaissais pas la plupart des références, mais bon, on essaye de pénétrer dans cet univers, et bon, voilà. Donc, on peut se poser la question aussi, qu'est-ce qu'on fait après une thèse? Donc, moi encore, il reste encore les corrections et la soutenance, bien sûr, mais je pense à peut-être un jour faire un post-doc, je ne sais pas si tout de suite après. Bien sûr qu'on peut continuer aussi à écrire des articles. Là, j'ai mis l'année balzacienne parce que c'est une revue assez prestigieuse des études balzaciennes. Et j'ai pensé, parce que l'intermédialité, c'est un sujet assez récent, et il n'y a pas encore beaucoup de travaux là-dessus, donc je me suis dit pourquoi pas me pencher sur ça après. Bon, après, à voir. Je sais qu'il y a des doctorants qui, quand ils finissent, ils changent complètement de thème. Bon, ça c'est pour plus tard. Bon, merci.